Le Conformiste est surtout connu comme un film de Bernardo Bertolucci, qui est d'autant plus connu en France que le protagoniste est interprété par Jean-Louis Trintignant. C'est le moment où les acteurs français sont assez nombreux à aller travailler en Italie et à y travailler régulièrement. Mais il faut quand même insister sur le fait, nous sommes en 1970, quand le film est présenté dans des festivals et sort en Italie à la fin de l'année et au début de 71 en France. Mais avant d'être un film, Le Conformiste, c'est un livre. C'est un livre d'un des grands écrivains italiens du XXe siècle, qui est Alberto Moravia, qui a donné au cinéma d'ailleurs un certain nombre de titres de ses livres pour des adaptations à l'écran. Le livre date de 1951, c'est donc plutôt un livre du début de la carrière de Moravia, qui continuera ensuite à signer d'autres ouvrages peut-être plus connus que le Conformiste. Et dans le Conformiste, Moravia évoque une période qu'il a bien connue, puisqu'il est né en 1907, il a 20 ans en 1927, 30 ans en 1937, donc c'est un peu son époque, ce n'est pas son histoire, mais c'est son époque. Et en plus, Moravia s'appuie sur des souvenirs de famille, puisque un des éléments qui est à la base du récit dans le livre, et ensuite bien entendu dans le film, c'est l'assassinat en France d'opposants d'antifascistes, les frères Rosselli, qui sont assassinés par les services secrets italiens, aidés par des Français d'extrême droite d'un mouvement qui s'appelait la Cagoule. Et ils ont monté un attentat au terme duquel les frères Rosselli seront donc assassinés. Les frères Rosselli sont les cousins germains d'Alberto Moravia. Donc c'est une situation qui frappe profondément Moravia, qui a été marquée par cette période du fascisme, pendant laquelle en plus il souffrait d'une maladie paralysante, dont il s'est parfaitement remis, heureusement. Et il écrit ce livre, donc 50-51, en tout cas la publication date de 1951, pour revenir un petit peu sur une période dans laquelle il a été en quelque sorte mêlé au premier degré par l'intermédiaire de ses cousins. Et ensuite, 51, ne l'oublions pas, ça ne fait jamais que 6 ans depuis la fin du fascisme, enfin en tout cas depuis la fin de la guerre en 1945. Donc Moravia se penche sur des événements proches, des événements qui occupent encore sa mémoire et probablement avec lesquels écrire un livre est une façon de faire son deuil, une façon de surmonter cette période qui a été douloureuse, qui l'a amené même à fuir Rome et à s'installer avec son épouse Elsa Morante dans un village au sud de Rome, dans la Ciociaria. Ciociaria qui conduira à la Ciociara, autre roman, peut-être un de ses romans les plus célèbres, et rendu aussi célèbre par l'adaptation qu'en fera De Sica. Donc il y a là quelque chose dans lequel Moravia est totalement à l'aise et dont il éprouve le besoin de rendre compte, de raconter cette histoire de cet enseignant ordinaire, riche, hein, un grand bourgeois. D'ailleurs, pour que l'histoire puisse fonctionner, il faut imaginer une famille suffisamment riche pour avoir une voiture et pour avoir un chauffeur, puisque c'est le chauffeur qui sera à la base du traumatisme de Marcello Clerici, le héros, puisqu'il aura le traumatisme d'avoir été violé par ce chauffeur qui l'a attiré dans la chambre où il logeait. Et cela va profondément le marquer et va ensuite en faire un individu qui voudra à tout prix revenir dans la normalité. Et pendant la période fasciste, être normal, c'est être fasciste. C'est la grande idée de Moravia et c'est l'idée que Bertolucci fera sienne. Être normal, dans les années 30, compte tenu du contexte politique, c'est être fasciste. Le roman existe, il est publié en 1951 et le film, en fait, Bertolucci commence à y penser en 1969
à l'approche de ce qui va rapidement devenir le tournage. Rapidement parce que, en fait, Bertolucci reçoit une proposition d'une société, Mars Film, qui est une société puissante, qui est en réalité la filiale italienne de la Paramount. Donc les capitaux sont des capitaux américains, c'est la Paramount qui a une filiale en Italie qui est la Mars Film. Interviennent également un coproducteur français, d'où la présence des acteurs comme Dominique Sanda ou Trintignant. Et puis il y a aussi une petite participation allemande avec une société de Munich. Ce qui lui donne un budget confortable et qui lui permettra de tourner dans de très bonnes conditions. Bertolucci, quand on lui demande qu'est-ce qu'il pourrait proposer à cette société qui se propose de produire son prochain film, une amie, son amie entre guillemets de l'époque, lui a raconté. Elle a lu Le Conformiste et elle le lui a raconté. Et donc au moment où Bertolucci propose à la Mars Film de tourner une adaptation du Conformiste, il n'a pas lu le livre. Il n'en a eu qu'un récit détaillé de la part de son ami. Et à partir de ce récit détaillé, il en fait lui-même un récit détaillé au producteur, Maurizio Lodifé, qui travaillait à la Mars Film, et le convainc que c'est le bon sujet. Une fois la proposition acceptée, et seulement alors que la proposition est acceptée, Bertolucci se jette alors dans l'écriture du scénario. Et il est intéressant de remarquer qu'il est seul à écrire ce scénario, alors que dans le cinéma italien, les exemples de films co-signés par 2, 3, 4, 5, 6 co-scénaristes, avec souvent une rédaction d'abord du sujet, puis ensuite l'écriture proprement dite du scénario. Il y a souvent ces deux étapes qui sont clairement identifiées dans la préparation d'un film. Dans ce cas, les choses sont accélérées, ce qui explique que de 69 à 70, le film sera fait pendant la période de passage d'une année sur l'autre, et le film sera présenté dans des festivals dès 1970, parce que Bertolucci travaille seul, et il écrit le scénario en un mois. Ce qui veut dire aussi que, ayant lu à ce moment-là le livre, il a une structure de départ très solide, parce que le livre raconte une histoire que Bertolucci va suivre, mis à part quelques détails, va suivre et s'appuyant sur le livre, qui constitue en quelque sorte le sujet, il peut écrire très vite le scénario. On considère qu'il met à peu près un mois. En un mois, le scénario est écrit et on peut passer très vite à la seconde partie du travail, c'est-à-dire les repérages. Où est-ce qu'on va tourner? On va évidemment tourner en Italie, on va évidemment tourner en France, puisqu'il y a l'expédition qui est organisée par les services secrets italiens, l'OVRA, qui était la police secrète italienne, à Paris. Alors on va transformer un peu les choses, ce ne sont plus des frères, les frères Rosselli, mais le professeur Quadri, qui est une figure imaginaire, mais imaginaire jusqu'à un certain point, qui reproduit les personnages rassemblés en un seul des antifascistes que sont les frères Rosselli à Paris. Et les agents secrets italiens sont envoyés, dont Marcello, qui est donc devenu fasciste, qui à la recherche d'une normalité qui, selon lui, jusque-là le fuyait, est entré dans les services secrets italiens et accepte la mission d'aller assassiner le professeur Quadri, l'antifasciste notoire. Comment entre-t-il en contact avec lui? Tout simplement parce que ce professeur Quadri a été son professeur lorsque lui-même suivait les cours à l'université. Et donc, il va avoir la possibilité de le rencontrer facilement en se présentant comme son ancien étudiant, qu'il est, effectivement, il ne se présente pas comme... Il vient vers lui en lui rappelant qu'il a été son étudiant, et le Quadri l'accueille d'autant plus volontiers qu'il a un bon souvenir. Marcello était un étudiant brillant, donc il a eu le souvenir d'avoir eu ces relations de travail. Ce sont des philosophes, donc ce sont des penseurs aussi. Et il l'accueille volontiers, il l'invite même chez lui. Or, du point de vue du livre de Moravia, puis du scénario de Bertolucci, la chose est bien organisée, puisque dans le livre, comme dans le film,
Marcello épouse une jeune femme de la bonne bourgeoisie romaine, et le voyage à Paris, qui a pour but d'aller assassiner Quadri, est présenté comme le voyage de noces. Donc, ce qui donne une couverture. N'oublions pas que dans cette période, les services secrets jouent des deux côtés, c'est-à-dire il y a des services secrets italiens, il y a des services secrets français. Or, la venue de ces Italiens en France, d'Italie, on n'entrait pas en France comme on entre aujourd'hui d'Italie en France. Hein. Il y avait des contrôles de police assez stricts. Il a épousé une jeune femme fort belle, fort aguicheuse et sexuellement très vive. Le voyage de noces, ils vont faire, ce qui paraît d'ailleurs tout à fait logique, un des lieux dont rêvent les Italiens, dont ils continuent d'ailleurs à rêver. Il suffit d'ailleurs d'ouvrir les oreilles dans les rues de Paris pour voir, on entend souvent de l'italien, Paris est un but de voyage. Donc, le jeune couple vient à Paris et passe évidemment au travers des éventuels contrôles de la police française, puisqu'ils ont un motif très solide de se trouver à Paris. Ils sont en voyage de noces. Et comme ce sont des gens aisés, ils logent. On aperçoit d'ailleurs, c'est un des aspects intéressants aujourd'hui quand on connaît la ville, ils logent dans l'hôtel d'Orsay, et qui est installé dans un des côtés de ce qui à l'époque est une gare, qui est la gare d'Orsay, dont on voit le parvis à deux reprises au moins dans le film, le parvis de la gare d'Orsay, qui aujourd'hui est le parvis du musée d'Orsay. Et les lieux sont parfaitement identifiables, les structures métalliques qui accueillent aujourd'hui les visiteurs du musée et qui à l'époque accueillaient les voyageurs d'une gare qui était en léger sous-sol et dont il reste aujourd'hui d'ailleurs une ligne de RER qui passe sous le musée d'Orsay. Et il y a d'ailleurs une gare à la gare d'Orsay. Donc, ce sont des gens aisés qui s'installent dans un bon hôtel. On les voit d'ailleurs à l'intérieur de cet hôtel. Marcello entre en rapport avec son ancien professeur et celui-ci ne trouve rien de mieux, ce qui montre que tout de suite il y a une espèce de confiance bien mal placée. Il invite le jeune couple chez lui. Et chez lui, où ils sont accueillis très aimablement, ils iront par la suite au restaurant, ils iront même danser, une des séquences les plus étonnantes du film, que ce bal à Joinville-le-Pont. Le film précise bien les choses. Hein. Donc je reviens très rapidement en arrière. Ils viennent à Paris en train, ils font une première étape de Rome à Vintimille, où ils rencontrent d'ailleurs un correspondant de la police secrète qui leur donne un pistolet. Et on voit que Marcello est assez fasciné par ce pistolet, d'autant que ce pistolet lui rappelle, lorsqu'il a été violé par enfant, très jeune adolescent, lorsqu'il a été violé par le chauffeur de la famille, le chauffeur avait un revolver. Et c'est avec ce revolver dont Marcello s'était emparé qu'il il décharge l'arme sur le chauffeur, et il est persuadé de l'avoir tué. Et le film révélera que finalement, il ne l'a que blessé, et que le garçon a parfaitement survécu et a continué à mener une vie normale, sinon qu'il disparaît. D'ailleurs là, il y a un peu de... On ne sait pas très bien dans quelles conditions. Il disparaît évidemment du service, il n'est plus au service de la famille Clerici. Donc, il reçoit un pistolet, et donc ce pistolet évidemment est une référence et une allusion au pistolet avec lequel il croit avoir tué le chauffeur et qu'il a profondément marqué. Probablement c'est ce qui est à la base. Il y a un double traumatisme chez Marcello et qui conditionne sa vie d'adulte. Le traumatisme d'avoir été violé et le traumatisme de croire qu'il a tué le chauffeur et qu'il est un assassin. Alors, dans quelles conditions la chose a été plus ou moins évacuée, il n'a pas donné lieu à une arrestation, tout ça n'est même pas évoqué dans le livre. Bon, on croit le chauffeur mort et on apprend nous aussi en tant que spectateurs qu'en réalité il n'a été que blessé et finalement assez légèrement par le jeune garçon. Bon.
Et deuxième partie du voyage, donc on prend un train à Vintimille, il y a des trains directs de Vintimille à Paris, ils existent d'ailleurs toujours, aujourd'hui ils se font en TGV, donc ils arrivent à Paris et ils s'installent dans cet hôtel d'Orsay. Ils vont chez le professeur, et là chez le professeur va naître un choc psychologique, un choc amoureux, c'est que le professeur est marié à une très jeune femme, très belle, qui est Dominique Sanda. Stefania Sandrelli joue le rôle de l'épouse de Trintignant, de Clerici. Donc il y a ces deux jeunes femmes qui sont très très belles avec des styles physiques différents. Et d'une certaine manière, Bertolucci joue là-dessus, c'est-à-dire place le spectateur sur laquelle des deux est la plus attirante. Et en réalité, à mon sens, elles le sont toutes les deux. Et cette jeune femme très belle, Dominique Sanda, que Bertolucci a découvert en voyant le film de Bresson, Une femme douce, et qui va le décider à lui proposer le rôle, et elle accepte. Et ça va donc relancer la carrière de Dominique Sanda, avait débuté avec ce film de Bresson, et est aussitôt prolongée par le film de Bertolucci. On la verra également dans un film de Bolognini, L'Heredità Felamonti, l'héritage, pour lequel elle obtiendra la Palme d'Or de la meilleure actrice au Festival de Cannes, quelques années plus tard. Donc la carrière de Dominique Sanda, grâce à Bertolucci, devient italo-française. Bon. Et cette femme va être au cœur d'une intrigue. Alors là, on retrouve vraiment la patte de Moravia. Moravia, dans tous ses livres, introduit toujours des intrigues amoureuses, érotiques, sexuelles, un peu exacerbées, puisque cette jeune femme se trouve à la fois objet de désir de la part de Marcello, et elle-même est objet de désir non pas tant de Marcello que de sa femme. Donc une relation saphique. Il y aura donc cette femme qui est partagée entre l'attirance qu'elle suscite chez Marcello et le désir qu'elle éprouve, et il y aura d'ailleurs une scène homosexuelle très explicite, je veux dire, c'est pas dans ce qu'on peut lire sur le film, il est parfois fait allusion au fait qu'il y a une attirance homosexuelle entre les deux femmes. Non, il n'y a pas une attirance homosexuelle entre les deux femmes. Il y a une relation homosexuelle entre les deux femmes. C'est très explicite dans le film, ce n'est pas du tout allusif. Et de même, l'attirance de Marcello pour Dominique Sanda, l'attirance de Trintignant pour Dominique Sanda, est également très explicite, puisqu'à un moment même, Marcello propose à Dominique Sanda de fuir, parce que peut-être qu'il mesure à quel point ce qu'il est censé faire à Paris est ignoble. Surtout que le fait que le professeur l'invite et le mette en quelque sorte dans le cercle de ses amis le place dans une position encore plus délicate. Si la rencontre avait été antipathique, l'assassinat eût été plus facile. Bon. Donc, on a cette description de ce qui se passe à Paris. Il y a un certain plaisir de Bertolucci à filmer Paris. On sent que lui-même fait partie de ces Italiens qui adorent venir à Paris. Il adore venir à Paris d'ailleurs pour des raisons cinéphiliques. C'est un lecteur des cahiers du cinéma, c'est un habitué de la Cinémathèque française qui le représentera même dans un de ses films. Il y rencontre des amis cinéastes et dans la foulée de ce film, il tournera Dernier Tango à Paris. C'est probablement parce qu'il s'est senti à son aise à Paris que les lieux lui plaisaient, que filmer la ville lui convenait parfaitement. D'ailleurs, on voit déjà la passerelle de Passy, qui sera un des éléments du Dernier Tango à Paris. On le voit déjà dans Le Conformiste. Il y a déjà des lieux que Bertolucci filme dans Le Conformiste et qu'il reprendra dans Dernier Tango à Paris. Donc ce plaisir de Paris l'amène à faire une longue scène, à mon avis, par certains aspects inutiles. Les deux femmes qui ont sympathisé, elles ont d'autant plus sympathisé que l'une est amoureuse de l'autre,
elles vont rue Montaigne faire les boutiques de mode, notamment la boutique Jacques Heim, qui est un couturier célèbre dans les années 30. Et elles s'attardent dans ces boutiques, elles s'attardent dans la rue Montaigne, elles y croisent une bouquetière qui vend des violettes. Et le plaisir de filmer la rue, chez Bertolucci, clairement le conduit à faire parfois des digressions. Il y a là une liberté que peut plus facilement s'octroyer un écrivain qu'un cinéaste, mais lui le fait. Voilà. Il n'hésite pas à prendre plaisir à filmer Paris, à aller sur l'esplanade de Chaillot, avec en perspective la Tour Eiffel. C'est d'ailleurs curieusement, je ne sais pas s'il y a pensé, mais c'est exactement l'image que l'on a lorsqu'Hitler, en 1940, vient à Paris à 5 heures du matin, quand la ville est vide, et accompagné des gens qui le protègent. Il va sur cette esplanade, et dans l'enfilade, on voit au fond la Tour Eiffel. C'est exactement le même plan que Bertolucci. On est dans les années 37, 38. Il y a là sans doute une référence. Et alors, dans ce plaisir de filmer, il faudrait voir que cela le conduit à suggérer que, dans le fond, un exil à Paris est un exil. Ce professeur Quadri à Paris, bon, il est à la tête sans doute d'un réseau d'opposants au fascisme. Et dans la mission qui a été confiée à Clerici, à Marcello, non seulement il doit préparer l'assassinat de Quadri, mais il doit, en le fréquentant, essayer de connaître les réseaux sur lesquels il s'appuie, puisqu'évidemment la police secrète italienne souhaiterait découvrir quels sont les agents de Quadri, peut-être des Français, peut-être des Italiens, qui opèrent en Italie, quoi. Comment d'Italie on essaie d'avoir des renseignements qui pourront être utiles à l'opposition fasciste, à l'opposition, enfin aux antifascistes qui sont à Paris. Donc tout ça donne une patte, si l'on réfléchit, une patte romanesque au film étonnante. À la fois des histoires privées, sentimentales, mais qui recoupent les histoires politiques. Bertolucci a déclaré que pour lui, le fascisme, c'était la maladie de la bourgeoisie, quoi. Alors c'est peut-être réducteur, puisque le fascisme, c'est certainement pas que la maladie de la bourgeoisie, mais en tout cas, ça donne bien l'idée que ces milieux aisés ont d'autant plus facilement adhéré au fascisme qu'ils voulaient se conformer à l'air ambiant, quoi, hein, se conformer à l'idéologie au pouvoir. Et donc le conformisme que du protagonisme, Pasolini parlait, lui, d'homologation, quoi. Mais dans le fond, c'est la même idée, quoi. L'homologation, les individus qui cherchent à être tous semblables les uns aux autres. L'homologation. Quand vous voyez des jeunes, ils sont tous habillés pareil, c'est une forme d'homologation. Donc l'homologation, c'est la version pasolinienne du conformisme de Moravia et de Bertolucci, en rappelant d'ailleurs au passage que Moravia était extrêmement lié à Pasolini et vice-versa, quoi. Donc que Pasolini se soit inspiré dans son thème de l'homologation du conformisme moravien, ce n'est pas une chose à écarter. Donc le film se joue un peu comme une tragédie, aboutira à l'assassinat finalement. Le piège sera tendu et ce qui sera dramatique, c'est que normalement le professeur qui est parti en Savoie et l'attentat est prévu, enfin le piège est tendu en Savoie, dans une route de montagne, en réalité tournée dans l'Apennin près de Rome, mais c'est censé se passer en Savoie. Il est attendu sur une route étroite de montagne, il est assassiné, et il aurait dû normalement partir seul en Savoie, et sa femme, finalement, l'a accompagné au dernier moment, et à partir du moment où elle assiste, elle est présente lors de l'assassinat de son mari,
C'est un thème qui revient d'ailleurs dans de très nombreux films. Quand on est témoin de quelque chose dont on n'aurait pas dû être témoin, il n'y a pas d'autre solution que de vous supprimer. Et elle est donc abattue à son tour. Cette séquence est d'ailleurs d'une grande violence parce que Bertolucci insiste, le professeur est tué à coups de couteau et on dirait un peu la mise à mort de César lorsqu'il est assassiné au Sénat. À coups de couteau répétés, finalement, il s'effondre et meurt. Et quant à elle, elle est abattue à coups de revolver, elle s'enfuit, mais elle est poursuivie et elle est abattue à coups de revolver par un des membres de cette bande de malfrats, entre guillemets, qui attendait le professeur Quadri. Pour conclure, l'assassinat de Quadri marque une rupture narrative. Ils sont assassinés. Marcello a assisté à la mise à mort du professeur et de sa femme. Il y a une ellipse. Il est clair qu'il rentre à Paris et de là rentre à Rome. Et d'une certaine manière, rentre à Rome, mission accomplie. Puisque la mission, c'était d'assassiner l'opposant au régime fasciste. La chose est faite. Dans tout ce périple, il est accompagné par un policier de la police secrète, Gastone Moschin, qui est un très très bon acteur d'ailleurs, cela dit en passant. Donc, il rentre à Rome. Et donc là, il y a une ellipse temporelle de plusieurs années pour arriver à une sorte d'épilogue. Épilogue qui se situe en juillet 1943. Le 25 juillet 1943, Mussolini est destitué par le Grand Conseil du fascisme et le roi le fait arrêter. Et les Italiens ont la sensation que c'est la fin du fascisme. Et on comprend que par certains aspects, le fascisme était un petit peu comme une cocotte minute, un autoclave dans lequel la population italienne avait été enfermée. Et tous ces gens qui voulaient se conformer, tout à coup, ils découvrent qu'ils vont se libérer de cette pression qui pesait sur eux, même si finalement cette pression, ils l'acceptaient de bon cœur, en pensant que c'était une façon de se garantir. Être fasciste, c'était être un bon citoyen et que ça garantissait une vie normale. La question de la normalité est d'ailleurs une des questions centrales du film. En quoi Clerici est-il un homme normal et pourquoi son adhésion au fascisme le conduit à accepter une mission épouvantable, justement pour se conformer à l'idéologie dominante. Donc, en juillet 1943, les Italiens pensent se libérer du fascisme. Et il y a d'ailleurs des scènes de liesse qu'on voit dans le film. À un moment donné, on voit même un crâne de Mussolini qui est tiré dans les rues pour célébrer la chute de Mussolini, son arrestation et son internement. Évidemment, le film n'y fait pas allusion, mais en septembre de la même année, les pires horreurs vont commencer, puisque c'est l'occupation allemande de l'Italie. C'est le contexte de Rome ville ouverte. Ça, Bertolucci ne l'annonce pas, ne l'évoque pas. En fait, son histoire, effectivement, elle est déjà tellement chargée qu'elle peut s'arrêter en juillet 1943. Donc en juillet 1943, Clerici, sans le tumulte qu'il y a dans les rues de Rome, où les gens fêtent la chute du fascisme, il est avec sa femme, ils ont eu une petite fille, entre-temps, que l'on aperçoit, une petite fille dont il s'occupe d'ailleurs, Clerici. Donc, Marcello décide de sortir, d'aller dans les rues pour voir un petit peu, pour se rendre compte de ce qu'est ce tumulte qui soudain embrase les rues de Rome. Et il va, curieusement, la dénomination est la même, il va dans un théâtre antique qui est au cœur de Rome, pas très loin du Colisée, qui s'appelle le Teatro di Marcello, son propre nom, quoi. Au Théâtre di Marcello, il y a des arcades, et sous ces arcades s'installent des barboni, c'est-à-dire des mendiants, des prostituées, et il se mélange à ces gens toujours un peu fascinés dans le fond par... Lui qui se veut normal est toujours fasciné par ce qui représente une espèce de dissidence sociale, et découvre parmi les gens qui sont là un garçon qui n'est plus tout jeune, qui a même perdu une partie de ses cheveux, qui est interprété, autre élément de la coproduction, par Pierre Clementi, qui a fait aussi également une partie de sa carrière
en Italie, découvre quoi? Découvre que c'est le chauffeur, découvre donc qu'il n'est pas mort, découvre donc qu'il ne l'a pas tué, que tout ce qu'il a fantasmé sur cet assassinat est lié finalement à son imagination, quoi. Et alors à ce moment-là, il perd un peu le contrôle de lui-même et finit par désigner un certain nombre de gens en disant toi tu étais fasciste, toi. Il retrouve notamment un présentateur de la radio qui était devenu un homme, un aveugle dont il est devenu l'ami et qui est un chroniqueur politique ultra-fasciste qui s'exprimait sur les ondes de la radio italienne, de la radio d'État, les IAR, et il les dénonce en fait, dans une ultime attitude un peu de volonté, puisque le fascisme s'écroule, alors il dénonce les fascistes. Et au lieu de se dénoncer lui-même, puisque c'est lui le principal responsable de toute cette histoire et de tout cet attachement au régime nouveau, au régime fasciste, au régime antidémocratique, il dénonce les autres, il dénonce le chauffeur, il dénonce le commentateur de la radio, et bien entendu ne se dénonce pas. Et on peut imaginer, là-dessus le film se termine, qu'il rentre chez lui et qu'il reprendra, il y aura l'occupation de Rome, rien n'est dit, mais on peut imaginer que dans la fin du film et dans la suite de l'histoire, Clerici reprendra une vie normale. Et là, il y a une grosse différence avec le roman, c'est d'ailleurs la principale différence qu'il y a avec le roman. Dans le roman, la situation est telle, et en plus dans le roman, donc, il y a peut-être une allusion au fait que les Allemands vont occuper la ville. Clerici, sa femme et leur fille Clerici décide de quitter Rome. Ils partent en voiture, ils s'éloignent de Rome, et sur la route, il y a un avion qui passe, un avion allemand qui passe, et donc c'est effectivement l'indication de ce que les Allemands sont en train d'arriver, qui voit cette voiture et qui la mitraille. Et ils sont tués tous les trois, quoi. Donc Stefania Sandrelli, si on avait la séquence, André Trintignant et la petite fille seraient tués par cet avion. En réalité, le film ne dit rien de la suite, mais on peut imaginer et c'est dans la logique du récit tel que le conçoit Bertolucci, ils vont revenir à une espèce de normalité, et comme beaucoup de fascistes après la guerre, feront oublier qu'ils ont été fascistes, quoi. Réussiront, ça a été un des aspects de la reconstruction de l'Italie. Il y a eu à un moment donné une espèce d'amnistie non officielle, mais enfin une sorte d'amnistie qui a été prononcée et qui fait que ces fascistes, dont certains portaient de lourdes responsabilités, se sont fondus dans la population. En plus, c'était des gens riches, aisés, ce qui facilitait certainement les choses, et ont repris leur place dans cette société italienne de l'après-guerre. Quand on regarde le film, il y a au moins quelques remarques à faire sur les collaborateurs de création. Ce que j'appelle les collaborateurs de création, ce sont les gens qui participent, ce sont les artistes qui participent à la réalisation d'un film. Alors évidemment, qui participent à la réalisation d'un film? En premier lieu, les acteurs. Et il faut bien reconnaître que ça saute aux yeux, peut-être aussi parce qu'il est admirablement photographié. Trintignant trouve là un des grands rôles de sa carrière, un très grand rôle de cet homme qui est travaillé par le doute, par la culpabilité, par l'incertitude sur sa nature. Et ça, Trintignant parvient à le faire vivre. Ce n'est pas par hasard que Haneke va faire appel 2 fois à lui en fin de carrière. C'est parce qu'il avait cette capacité à être soit ce garçon solaire, apparemment sans aspérité, soit au contraire un garçon profondément travaillé de l'intérieur par les angoisses qui remplissaient son esprit. Donc dans ce film, il est magistral. Et alors, il faut rappeler un épisode quand même terrible des mois de tournage. Pendant qu'il est à Rome, il est venu à Rome avec sa femme, Nadine Trintignant, et avec leur bébé, qui n'a que quelques mois. Il s'installe à Rome, dans un appartement près de la place du Peuple, un appartement que leur a prêté la créatrice de costumes du film, Gite Magrini. Et là, pendant ce séjour, quand ils sont
installée à Rome. Nadine Trintignant l'a accompagnée et s'occupe du bébé, quoi, hein. Elle n'est pas en train de travailler. Elle a accompagné Jean-Louis pour le tournage du Conformiste à Rome. Le bébé meurt, mort subite. C'est un fait médical connu. Il y a des cas de bébés morts subites sans raison apparente. C'est-à-dire que le matin, on se lève, on va au berceau, le bébé est mort, quoi. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Et alors c'est un choc d'une violence inouïe, qui par ailleurs, quand on pense qu'il perd ensuite, enfin qu'il y a également l'assassinat de son autre fille, hein, de Marie Trintignant. Donc c'est un premier choc, la perte d'un premier enfant, d'une petite fille à Rome. Le corps sera ramené en France, enfin ça va être les frères de Nadine Trintignant viennent à Rome, enfin bon. La chose terrible de cette histoire, c'est que, évidemment, Nadine Trintignant et Jean-Louis sont effondrés. C'est un choc d'une violence incroyable. D'ailleurs, dès l'année d'après, Nadine Trintignant en fera un film. Cela n'arrive qu'aux autres, hein, où elle raconte, avec Catherine Deneuve, qui joue son rôle, et Marcello Mastroianni, qui joue le rôle de Trintignant, elle raconte cette histoire, c'est-à-dire de la disparition d'un enfant de façon brutale, sans aucun signe avant-coureur. Ce traumatisme terrible. Elle en fait un film, hein, ça n'arrive qu'aux autres, qu'elle tourne en 71, tout de suite après, quoi. Peut-être aussi comme une manière de faire son deuil, hein, d'avoir le courage de revenir sur cette histoire en confiant à deux acteurs le soin de représenter son mari et elle. Et l'autre aspect, c'est que Bertolucci est en plein tournage. On sait qu'un tournage, c'est quelque chose de très contraignant, de très minuté, avec une organisation du temps extrêmement précise. Et donc, Bertolucci n'arrête pas. Le tournage continue. Et Trintignant va jusqu'à commenter la situation en disant « Je pense que Bertolucci s'est servi de ma peine pour tirer de moi des accents que je n'aurais sans doute pas pu donner dans un autre contexte psychologique. » Et donc il y a des moments dans le film, et il serait, étant donné que l'interprétation de Trintignant me paraît à un niveau absolument remarquable, enfin il y a une justesse de ton, une implication de Trintignant qu'il est difficile de repérer, mais il serait intéressant, avec Trintignant, de regarder le film et de se faire indiquer quelles sont les séquences qui sont tournées précisément. Alors déjà, on peut écarter toutes les séquences parisiennes, hein, puisqu'il y a une partie du film parisienne et française. Hein. Mais dans les séquences italiennes, il y a plusieurs moments où il y a une intensité dans le regard, dans l'attitude de Trintignant qui pourrait donner à penser que c'est là que se situe le traumatisme de la mort de l'enfant, de la mort du bébé, quoi. En tout cas, peu importe de repérer exactement, quoi qu'il en soit, il est probable qu'un des aspects, une des dimensions interprétatives de Trintignant se fait dans ce contexte du traumatisme de la mort d'un enfant, qui évidemment ne peut pas ne pas laisser de traces profondes, comme de même quand Marie sera assassinée, lui a souvent déclaré que sa vie avait changé, quoi. Sa vie serait définitivement marquée par la mort de Marie, mort qu'il a sans doute vécue en réactivant aussi le souvenir de la mort d'un premier enfant. Alors tout ça aussi est magnifié, et je pense qu'il faut quand même souligner la chose, par le travail sur la lumière de Vittorio Storaro. Bertolucci a trouvé Storaro, ils se sont rencontrés sur La stratégie de l'araignée, qui est le film que Bertolucci tourne juste avant Le Conformiste, et évidemment ils ont retravaillé sur Le Conformiste, ils auront retravaillé ensemble sur Dernier Tango à Paris, ils ont retravaillé ensemble sur Novecento. C'est Bertolucci qui a présenté Storaro à Coppola, et Coppola fait appel pour Apocalypse Now, fait appel à Storaro. Storaro aura 3 Oscars, hein. Il sera primé pour Warren Beatty Red, il sera primé pour donc le film
de Coppola, et il sera primé pour un Bertolucci, non pas un de ceux que j'ai cités, mais pour le Dernier Empereur, qui sera Oscar à Hollywood, non pas comme meilleur film étranger, mais comme c'est une production américaine, il sera Oscar comme meilleur film américain, comme meilleur Oscar de l'année. Bon. Et comme souvent cela se produit dans la cérémonie des Oscars, plusieurs Oscars sont attribués aux collaborateurs, et en particulier, il y aura un Oscar pour la meilleure photographie à Storaro sur Le Dernier Empereur. Donc Storaro arrive à apporter une lumière, attention, pas le cadre, hein. Bertolucci justement précise bien que, attention, le cadre, les mouvements d'appareil, c'est moi. Storaro, il fait la lumière. Quand on voit un film comme celui-là, comme Le Conformiste, la lumière, c'est énorme. Le travail sur la lumière est proprement époustouflant, en travaillant sur des chromatismes dominants. L'orange quand on est à Rome, le bleu quand on est à Paris. Et ça, cette création, ou des images où la lumière est coupée en deux. Il y a une partie gauche qui est sombre, une partie droite de l'image qui est claire, et la lumière, évidemment, n'est pas la même. Ce qui d'ailleurs pose des questions sur la réalisation technique, comment arriver à doser les éclairages, parce que tout ça est totalement artificiel hein, quand on travaille en intérieur. Bon, en extérieur, les chefs opérateurs là-dessus sont tous d'accord. Le travail en extérieur est en partie conditionné par la lumière naturelle, hein, par la lumière du soleil. Mais par exemple, quand on est avenue Montaigne, à l'évidence, on a éliminé l'influence de la lumière naturelle pour la remplacer uniquement par les projecteurs. Par la suite, il a écrit 3 gros livres pour commenter comment se sert-on de la lumière. Voilà. Et effectivement, un film existe grâce à la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de pellicule impressionnée, donc il n'y a pas de film. Donc là, vraiment, et on le retrouvera bien entendu dans le film tourné tout de suite après, c'est-à-dire Dernier Tango à Paris, Storaro apporte quelque chose qui en fait d'une certaine manière, je sais bien que ça déplairait à Bertolucci, un peu le co-auteur. Et ce n'est pas par hasard que sur le plateau, ils se baladaient tous les deux avec le même chapeau, comme s'ils se partageaient une certaine responsabilité sur le plateau. Donc c'est une grande rencontre, et je pense que les chefs opérateurs atteignent vraiment le maximum de leur capacité lorsqu'ils sont en profonde intimité avec le metteur en scène. Fellini disait, moi j'ai mon bras droit et mon bras gauche. Mon bras gauche c'est le décorateur, mais mon bras droit c'est le chef opérateur. Donc nous y sommes, bras droit de Bertolucci. Enfin, une dernière remarque. Je disais tout à l'heure que lorsque Trintignant et Nadine Trintignant, Nadine Marquand, sont à Rome, ils logent dans l'appartement que leur a prêté la créatrice de costumes Jit Magrini. Jit Magrini est une des plus grandes costumières italiennes. On a oublié qu'elle a beaucoup travaillé en France, que par exemple les costumes de Podane de Demy, c'est elle. Ce n'est pas un costumier français ou une costumière française, c'est Jit Magrini, qui va s'associer à plusieurs films de Bertolucci. Et là, dans ce film, les vêtements que portent surtout les femmes, Stefania Sandrelli d'un côté et de l'autre Dominique Sanda, sont des vêtements absolument sublimes, des vêtements avec une coupe, des couleurs. On dirait des gravures de mode, mais ça n'en sont pas, hein, elles sont parfaites. Mais il y a une imagination. Et comme c'est remarquablement photographié, donc mis en valeur par Storaro, c'est absolument sublime. Et là, il y a des moments, par exemple la séquence du bal à Joinville-le-Pont, où ces bourgeois, on est dans les années 36-37, et Bertolucci dit c'était l'atmosphère du Front populaire. Donc, ils vont dans un bal populaire à Joinville-le-Pont, au bord de la Marne, où il y a un public populaire de gens qui sont venus, c'est le guinche, hein, on est venu guincher. Et là, ça se voit, il y a dans un certain nombre de films, on voit ça, c'est-à-dire de grands bourgeois qui vont s'encanailler, en quelque sorte. Donc, ils vont s'encanailler à Joinville-le-Pont, il y a le couple du professeur
avec sa femme, et le couple de Marcello avec sa femme. Et surtout, les deux femmes, dans des vêtements absolument sublimes, dansent ensemble. C'est une danse lesbienne, bien entendu, hein, puisqu'on a déjà vu auparavant dans le film qu'il y avait une relation sexuelle entre les deux femmes, avec ce public de gens qui sont autour, qui sont ébahis, qui s'arrêtent de danser, puis c'est au milieu d'un bal populaire, pour les regarder. Et quand elles ont fini de danser, ils applaudissent, ils sont subjugués par ce qui vient de se passer. Et ensuite, le bal reprend, et ça va conduire notamment à un mouvement de foule remarquablement filmé par Bertolucci, qui est une farandole qui petit à petit se resserre autour de Marcello, comme s'il était progressivement pris dans un filet qui l'emprisonne. Donc il y a toujours, même ce qui apparemment peut être un plaisir du style, est aussi un plaisir du thème évoqué indirectement par la représentation plastique qui en est faite. Donc, dans le fond, c'est un film, les cinéastes ne trouvent pas toujours ce bonheur d'expression, mais c'est un film dans lequel il y a tout à coup un bonheur d'expression absolu grâce à la convergence des talents, du metteur en scène, bien sûr, qui est une espèce de chef d'orchestre. Il y a un chef opérateur, il y a un décorateur aussi, il y a une créatrice de costumes, il y a un monteur, il y a un musicien qui est un Français, qui est Delru, Georges Delru, fameux musicien qui a notamment travaillé avec un certain nombre de cinéastes de la Nouvelle Vague. Donc il y a cette admiration de Bertolucci pour le cinéma français qu'il réussit à faire passer, pour l'atmosphère de la France, qu'il réussit à faire passer dans son film. Et puis il y a les comédiens. Tout à l'heure j'ai commencé par eux, là je terminerai avec eux. Il y a les comédiens qui sont absolument remarquables, qui tous à leur niveau, y compris des comédiens de second plan, tous arrivent à recréer. Bertolucci utilise une patte de comédiens absolument étonnante, puisqu'il prend de grandes stars comme Stefania Sandelli, qui en Italie, elle n'a peut-être pas eu en France la même reconnaissance, mais l'Italie c'est une star à l'époque où elle tourne ce film. Il y a Trintignant, et puis il y a Yvonne Sanson, qui jouait dans les mélodrames de Matarazzo, et qui avait créé une espèce de personnage de femme douloureuse, avec Amedeo Nazzari. Il y a Mili, qui était une meneuse de revue qui était extrêmement célèbre, qui joue le rôle de la mère de Marcello. Donc Bertolucci fait même appel à des comédiens qui sont connus par ailleurs et qui sont un petit peu... Alors, on est en 1930, on est dans les années 30, et Mili était très célèbre dans les années 30 comme meneuse de revue, comme star du music-hall. Et là, elle fait la mère, donc vieillie, mais c'est quand même Mili qui a toute sa réputation, de même Yvonne Sanson, qui sont là. Et il y a ainsi, de la part de Bertolucci, une espèce de capacité, comme un peintre avec une palette, qui utilise toutes les couleurs à disposition. Là, il utilise tous les acteurs possibles.